Bonjour à tous, bonjour chez vous, où que vous soyez, au bureau, avec des collègues. Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Hélène Laurando. J'ai le plaisir d'animer, mais je devrais dire de co-animer cette journée en compagnie de mon complice Thomas Bastien. Bienvenue à cette deuxième journée du deuxième sommet sur la santé durable, un événement gratuit et largement accessible organisé par la formidable équipe de l'Association pour la santé publique du Québec. Les organisateurs ont souhaité un sommet multisite, donc qui offre un même programme simultanément pour accommoder le maximum de personnes. Alors bonjour la Pocatière, la BTB, le Bas-Saint-Laurent et toutes les régions qui sont représentées chez nos participants. Euh, je suis présentement au Musée de la civilisation de Québec. Thomas Bastien est bien entouré, lui, à Montréal, au Jardin botanique, en plus de tous ceux qui sont en ligne. Alors, merci d'avoir choisi de passer la journée avec nous et de participer en si grand nombre. Hier, on a eu une journée avec un menu bien copieux, bien rempli en contenu. Sachez que les conférences ont été enregistrées, qu'elles seront très prochainement disponibles sur la page YouTube de l'ASPQ ou encore sur le site du sommet. On vous donnera tous les liens pour y accéder. Également, je n'ai pas mentionné hier, mais dans le cahier des participants que vous avez reçu en ligne, dans votre courriel, il y a vous aurez accès à tous les CV, les parcours vraiment impressionnants, tant du côté expérience que de pedigree de nos conférenciers. Alors, ça vaut la peine d'aller y jeter un coup d'œil parce que vous comprendrez que dans le temps qui m'est alloué, je n'ai pas le temps de nommer tous leurs accomplissements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à côté du nom de nos conférenciers, vous avez aussi leur adresse courriel. Donc, vous pourrez continuer les échanges si ça vous intéresse. Ce qui est aussi passionnant, je trouve, de ce sommet hors du commun, bien, d'abord, c'est que je dois dire hein, que les conférenciers sont ici à titre volontaire. Alors, on les remercie, pas moi. Euh, Ce qui est agréable aussi dans ce sommet hors du commun, autant sur les deux scènes que également dans les salles avec vous ici comme participants, c'est le fait d'être exposé à une variété de thématiques ou de défis. Et même si ce n'est pas directement relié à notre domaine, on a avantage à avoir une connaissance générale de la prévention et de la promotion pour qu'on puisse tous contribuer à les valoriser. Et on peut s'inspirer aussi de démarches et des idées des autres secteurs pour enrichir le nôtre. Alors, au menu aujourd'hui, nous aurons une première partie qui va se passer à Montréal. On va enchaîner ensuite avec un bloc qui, pour atténuer les inégalités et la stigmatisation, une responsabilité collective. Après la pause, un autre bloc, une seule santé, un sujet qui avait suscité beaucoup d'engouement l'année dernière. Ensuite, on parlera de santé durable et de mode de vie. Pour conclure aussi en après-midi avec la grande conversation, il y avait un film La Grande Bouffe. Là, vraiment, ça va être la grande conversation avec 6 personnes assez exceptionnelles et vous perdez rien pour attendre jusqu'à ce moment-là. Si vous avez envie de faire du bruit ou de partager vos impressions, vos idées, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux avec les mots-clics Sommet Santé Durable, le mot-clic moins de maladies, maladies au pluriel, le mot-clic aussi ASNAT pour Assemblée nationale, si vous avez des messages un peu plus politiques à envoyer. Alors, ce matin, en ouverture, nous avons le privilège de recevoir des dignitaires qui se passent de présentation, mais je vais quand même vous les présenter parce qu'on est vraiment fiers de les avoir avec nous. Nous avons Carole Jabet. Carole Jabet, elle est la directrice scientifique des fonds de recherche du Québec en santé. Nous avons la docteure Teresa Tam, qui a fait la route jusqu'à Montréal, qui tenait à être avec nous. Elle est l'administratrice en chef de la santé publique du Canada. Alors, on vous en vu un peu à Montréal. Nous devions avoir le docteur Luc Boileau qui a dû s'absenter pour des raisons personnelles, mais on aura d'autres représentants aussi du ministère un peu plus tard dans la journée. Alors, Thomas, je te cède le micro, je te laisse les accueillir et on vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Bonne journée tout le monde. Bonjour tout le monde. Je voudrais vraiment remercier l'association d'abord pour cette invitation.
J'écoutais tout ça, puis ça fait un petit bout que ça m'énerve. Là, je me disais, est-ce que j'arrive par le champ gauche dans cette manifestation? Puis je me suis dit, bon, j'arrive pas trop par le champ gauche parce qu'on a au moins un vocabulaire commun qui est santé durable. Donc déjà, ça nous crée un point d'union, puis j'espère que je vais être capable de le démontrer. Je pense que là où j'arrive, où je me sentais peut-être un petit peu arrivée par le champ gauche, c'est que ma job, moi, dans la vie, c'est de parler de recherche, c'est de regarder en fait comment on peut mobiliser la recherche pour générer de la connaissance, la mobiliser, apporter un certain nombre de solutions. Puis dans les quelques conversations que j'avais ce matin, je me disais, je me sentais définitivement peut-être en amont d'une action, mais plus on va avoir ce genre de conversation, et je m'excuse d'entrée de jeu parce que je ne pourrais pas assister à la grande conversation de la fin de journée, mais je le regrette déjà, plus on va avoir cette conversation, plus je pense qu'on va être capable de s'arrimer et de vraiment mobiliser la capacité de recherche pour accomplir ce dont on a tous besoin, viser cette santé durable. Alors sans plus tarder, définitivement, ça ne fonctionne pas bien. Parce que je n'ai pas la pause, c'est pas ma présentation que j'ai là, tu vois. Ah, ça y est, à moins qu'il y ait quelqu'un qui avance pour moi. Donc, les fonds de recherche du Québec, c'est pas tout le monde qui connaît. Pour ceux qui connaissent, excusez-moi de radoter. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais au moins vous en faire un portrait très, très rapide. Ce sont des agences subventionnaires, et puis on verra à un moment donné dans la présentation que ça a un intérêt. Nous sommes 3 agences qui sommes dirigées, guidées par la vision du scientifique en chef. Lui, je pense que tout le monde le connaît pas mal maintenant, qui est le professeur Rémi Quirion. Et notre job dans la vie est une job qui existe maintenant depuis plusieurs décennies et qui n'a pas changé. C'est vraiment notre mandat, créer de la capacité de recherche au Québec. Puis c'est vraiment comme ça qu'on intervient, c'est comme ça que nos programmes sont dessinés. Et ça veut dire quoi, créer de la capacité de recherche au Québec? C'est ce qui est indiqué sur la diapositive. Ça veut dire soutenir des talents, soutenir des carrières, donc soutenir un petit peu tous ceux et celles qui peuvent contribuer, que ce soit au niveau de chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes et professionnels de recherche, à générer cette fameuse connaissance dont je parlais. Mais c'est aussi soutenir des regroupements, des centres de recherche, des réseaux, donc l'animation scientifique qui permet en fait de stimuler la création, de générer des idées et de mobiliser la connaissance qui en découle. Donc je dirais que c'est pas mal ça le travail des fonds de recherche du Québec, et je vous ai dit, nous sommes 3. Donc il y en a un qui s'occupe. Puis vous allez voir la personne ici, mais je ne suis qu'une image. Il y a bien plus de monde derrière moi. Mais nous, on s'occupe de recherche en santé humaine. Et nous sommes encadrés par 2 autres fonds qui deviennent très, très importants dans la vision qu'on va avoir et que je vais vous partager, qui sont le Fonds Société Culture, où on va trouver toute la recherche sur les sciences sociales, mais bien au-delà. La recherche également sur les sciences humaines, de la recherche sur économie, puis de l'autre côté, un autre pendant qui est le Fonds de Nature et Technologie, où on va trouver toutes les sciences de l'ingénieur, les mathématiques, l'intelligence artificielle, mais aussi l'agroalimentaire, la biodiversité, etc., etc. Puis je pense que vous me voyez venir, c'est que cette espèce d'agencement, puis vous allez avoir des conférences Une seule santé, en quelque part, ça a été créé comme ça au Québec depuis un bon nombre d'années. Alors, qu'est-ce qui nous anime au Fonds Santé? La même chose que vous. On a été dans un exercice de planification stratégique qui a commencé, je ne sais plus, il y a 3 ans, 2 ans, en pleine pandémie. Il s'en est passé beaucoup des choses pendant cette pandémie. Puis en fait, on a fait un constat qui n'a absolument rien d'original, qui est résumé ici, mais que vous faites dans vos différentes actions, qui est, on va se le dire carrément, on frappe un mur. N'importe quoi qu'on a organisé en soins, en services, en organisation de nos sociétés fait qu'à un moment donné, on a un disconnect entre le maintien qu'on cherche de notre santé humaine et la capacité qu'on a d'aller vraiment la soutenir.
Puis je ne passerai pas à travers les pandémies, les changements climatiques, le vieillissement, les inéquités qui ont été juste creusées, les problèmes de santé mentale. Je dis je ne passerai pas à travers, mais je viens de vous en faire quand même une petite élaboration que là encore vous connaissez beaucoup mieux que moi. Alors quand on fait ça, on se dit c'est quoi le rôle d'une agence de recherche? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre à contribution? Ce n'est pas nous qu'allons aller donner les soins et services. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être justement utiliser toute l'intelligence humaine qu'on a autour des différents projets, des différents réseaux, des différents regroupements, toutes les expertises, les harnacher, puis essayer de les guider et d'avoir les bons programmes pour répondre à nos problèmes. Puis c'est ça qu'on essaye de faire. Alors ça s'exprime dans une vision que vous allez voir maintenant partout, qui, si vous regardez au fil des décennies, a considérablement changé. Puis la vision aujourd'hui pour le FRQS, pour les années 2022-2025, est de soutenir une recherche qui vibre avec la société. Vibrer avec, c'est être en phase, sa diversité et toutes les diversités, pour une santé qui soit durable, ça vous parle, et qui est vue comme une ressource, ça aussi, je pense, ça vous parle, mais une ressource qui est importante à la fois pour le développement individuel et pour le développement collectif, incluant les volets sociaux et les volets économiques. Puis c'est tout un changement de discours que je pense, on a tous un différent moyen de l'exprimer, mais je pense qu'on se rejoint là-dessus. Alors, quand on parle de santé durable, la première chose que mon conseil d'administration m'a posé comme question, c'est ça veut dire quoi ça? Puis ils ne le disent pas comme ça, c'est tous des gens qui sont comme super allumés, qui comprennent ce qu'on est, mais c'est quoi durable? Donc là, il a fallu un petit peu répondre à cette question. Puis là, vous avez les différentes versions de ce que ça va être. Vous connaissez la définition de l'OMS, on a des définitions de ce que c'est la santé dans notre loi sur les services de santé et les services sociaux. Puis il y a différentes expressions qu'on peut utiliser. Il y a la vôtre, il y a celle dont Thomas fait beaucoup la promotion, qui est la réduction de la maladie. J'allais dire, c'est tout ça. Puis c'est pas complètement ça. C'était pas suffisamment précis pour qu'on soit vraiment capable d'ancrer notre recherche dans ce vocabulaire. Donc on a choisi ce vocabulaire-ci que vous avez sur cette diapositive. Puis là encore, vous êtes des spécialistes, bien plus que moi. Donc ce sur quoi on veut insister comme programme de recherche pour les prochaines années, c'est se concentrer sur la promotion de la santé, se concentrer sur la prévention et se concentrer sur les interventions précoces. Tout ce qui va faire qu'on va arrêter d'avoir des pics super aigus qui nous coûtent super cher si on arrive trop tard dans notre système de santé. Donc tout ce qui va nous permettre d'avoir plutôt une gestion en continu optimale. Ça, c'est pas forcément, c'est facile à concevoir, beaucoup moins facile à mettre en place, parce que ça veut dire que d'un seul coup, il faut faire ce qu'on sait déjà depuis longtemps. Il faut vraiment intégrer tous les déterminants de santé. On le sait qu'il faut aller faire ça, on les connaît ces déterminants, mais d'un seul coup, il va falloir être capable de les mettre en animation ensemble. Il va falloir considérer une transformation de nos corridors de soins et services. Il va falloir être en dehors, en amont des établissements, revoir le rôle, par exemple, de l'école, être capable d'intégrer le rôle des organismes communautaires. Pour nous, au Fonds Santé, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire dans 90% des cas. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut s'intéresser à la liaison avec notre environnement, cette santé planétaire, et puis s'assurer qu'on intègre ça. Ça devient une modalité de recherche, un comportement de recherche, une façon de faire nos designs très différentes, et on va se mettre à employer le vocabulaire de recherche participative, qui est une recherche qui va chercher l'ensemble des acteurs, du décideur à la société civile, en passant par les entreprises et les organismes. Le petit dessin, le petit couple de mes déterminants de santé, on les connaît. Pourquoi je vous les mets? Parce que si vous avez tout suivi mon discours, jusqu'à présent, le Fonds Santé, c'était les pieds. Je le dis tout le temps, c'est ça qu'on faisait et on en avait besoin et c'est ce qu'il fallait faire. On a besoin de soins, on va continuer d'avoir besoin de soins, ça ne va pas disparaître demain matin. Cela dit, là où il faut aller, c'est qu'il faut intégrer tout le reste du corps. Ça, c'est absolument clair.
Et pour nous, dans la population de chercheurs, de talents que nous soutenions, ça veut dire qu'il faut trouver le moyen d'aller bien au-delà du secteur biomédical sur lequel on s'était concentré pendant toutes ces années. Alors, une fois que j'ai fait toute la théorie, il faut un peu de pratique. Alors là, c'est ma communauté de chercheurs, de chercheuses, les étudiants, ils sont rendus au stade où ils vont se dire « Ok, comment on fait ?» Ça veut dire qu'il va falloir que je sois l'homme ou la femme orchestre et puis que je devienne bon dans tout. Non, c'est pas exactement comme ça qu'on le travaille. Puis là, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'indiquer des priorités ou des programmes vers lesquels on aimerait orienter les gens. Alors, thème de recherche prioritaire, vous ne serez pas surpris, je vais avoir de l'intelligence artificielle, de la santé numérique. Je vais beaucoup m'intéresser à la science des données. J'ai besoin d'intégrer massivement de l'information pour comprendre comment poser des actions. Donc, c'est des domaines qui nous intéressent. On va parler de santé des populations, santé publique, comment avoir vraiment une force de recherche très très forte. Et le Québec est bon dans ce domaine-là, donc profitons-en. Ça, c'est pour les thèmes de recherche prioritaire. On va soutenir beaucoup la capacité de recherche intersectorielle. Puis là, je viens de vous faire la liaison. Je suis entourée par 2 collègues, Société Culture, Nature et Technologie. On a absolument besoin maintenant, dans nos projets de recherche, d'aller chercher cette diversité-là d'expertise, de construire les hypothèses et les méthodologies avec ces experts-là. Donc oui, je veux avoir par exemple des philosophes, je veux avoir des sociologues dans mes projets de recherche, oui, je veux avoir des ingénieurs, puis je ne vous ferai pas tout le spectre, mais c'est vraiment ça qui va nous obliger aussi à penser différemment. Et finalement, et ça c'est pas simple, mais c'est parmi toutes les choses-là, celles qui sont parmi les plus stimulantes, on veut une vraie recherche participative. Puis je vais vous donner un exemple de programme qu'on a mis sur pied de ça veut dire quoi une recherche participative. On a un programme où la première question de recherche est énoncée par un organisme ou des organismes communautaires. C'est très territorial, c'est très localisé, c'est un organisme qui vient puis qui dit « moi j'ai ce problème-là dans ma communauté, dans mon quartier, dans ma population ». Puis, est-ce que je peux le travailler avec vous pour voir comment la force de recherche peut venir m'aider à donner des solutions? Donc, c'est vraiment ce genre de choses-là qu'on essaye de mettre en place. Donc, voilà un petit peu l'agenda de comment, dans notre rôle soutien à la recherche, on essaye de soutenir votre agenda à vous. Et puis, merci de l'avoir pour l'ensemble des travaux que vous faites. Merci beaucoup, Carole. On voulait tester justement la résilience des FRQ avec les problématiques techniques, hein, comme tu as pu le voir. Puis il y avait Dr Boileau qui était avant aussi, alors on voulait laisser normalement ces problématiques-là à Dr Boileau, mais il n'est pas là. Exactement. Merci beaucoup. Ce que font les fonds de recherche santé au Québec est essentiel, plus particulièrement pour la santé durable. Et puis c'est quand même très intéressant de voir justement cette vision globale de la qualité de vie, de la santé de manière générale. Merci pour ce que vous faites. Et puis, j'espère en fait que des organisations comme les nôtres, qui sont des courtiers de connaissances de manière générale, pourront collaborer à l'avenir par rapport à toutes ces choses-là. On invite sur scène Dr Tam. Merci beaucoup, Dr Tam, d'être avec nous. Je vous laisse la scène. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de partager quelques mots avec vous. C'est également un honneur pour moi d'être en compagnie de la Dr Jobet. Malheureusement, pas du Dr Boileau, mais c'est une séance, un sommet très intéressant. Je dis que Madame, le professeur Jobet a dit la recherche est comme une locomotive. Je veux dire que les données probantes, c'est comme un GPS. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment afin de reconnaître que nous nous trouvons sur les terres ancestrales des Premières Nations à Tiohtià:ke, également connu sous le nom de Montréal, le territoire traditionnel et non cédé de Kanien'kehá:ka, un site qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre de nombreuses Premières Nations, notamment les Kanien'kehá:ka de la Confédération de
Haudenosaunee, les Huron-Wendat, les Abenaki et les Anishinaabe. Je tiens à féliciter l'ASPQ pour l'organisation de cette deuxième édition du Sommet de la santé durable, qui met notamment l'accent sur l'importance de lutte contre les inégalités sociales de santé et d'utiliser une approche de promotion de la santé. Je tiens aussi à souligner votre travail acharné au cours des dernières années pour faire progresser la promotion, la prévention et la protection de la santé. Les inégalités en matière de santé sont au cœur de mon mandat et un sujet qui m'a passionné tout au long de ma carrière. Ces dernières années n'ont pas été faciles. Les communautés ont été confrontées à des défis de taille, qu'il s'agisse de l'ampleur de la pandémie de COVID-19 ou les événements météorologiques extrêmes plus fréquents en raison des changements climatiques. Par exemple, cette année, la saison sans précédent de feux de forêt a dégradé la qualité de l'air et a entraîné l'évacuation forcée de milliers de personnes. Et le Québec n'a pas été épargné. Ces événements peuvent avoir d'importantes répercussions sur notre santé physique et mentale, ainsi que sur le bien-être des communautés. Les situations d'urgence peuvent se produire simultanément et le rétablissement d'une situation d'urgence peut ne pas être possible avant qu'une autre se produise. Les conséquences d'une situation d'urgence à l'échelle individuelle et communautaire dépendent de plusieurs choses. Premièrement, la probabilité d'exposition ou risque, par exemple la situation géographique, la profession ou les conditions de vie. Mais elle dépend aussi des inéquités ou des vulnérabilités croisées que vivent les communautés et qui sont définies par les déterminants de la santé. Il est clair, quand on pense à nos interventions pendant la pandémie et dans d'autres situations d'urgence, que les répercussions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est pourquoi une approche de gestion des urgences axée sur l'équité et sur la communauté, qui reconnaît le caractère unique de chaque communauté, est importante. Nous devons réfléchir et revoir notre façon de recevoir les urgences pour y inclure nos infrastructures sociales, pas seulement les infrastructures structurelles ou physiques. La promotion de la santé offre les moyens de collaborer avec les communautés et les partenaires pour bâtir des communautés plus saines et plus résilientes. Elle va au-delà de l'accent mis sur le comportement individuel pour se concentrer sur un large éventail d'interventions sociales, économiques et environnementales qui appuient la santé et le bien-être individuel et collectif. Tout ceci est essentiel pour intervenir efficacement dans les situations d'urgence et d'autres enjeux de santé publique actuels, tels que la crise des drogues toxiques, la santé mentale, la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la violence fondée sur le genre. Pour réduire les inéquités en matière de santé et appuyer la capacité d'atteindre une santé optimale, il faut s'engager à lutter contre la stigmatisation et la discrimination systémique dans nos systèmes de santé. Il faut le faire en intégrant la sécurité culturelle, les soins qui tiennent compte de la colonisation, des traumatismes et de la violence, et en veillant à ce que les voix des communautés sous-représentées et historiquement marginalisées fassent partie des processus décisionnels, comme dans le domaine de la recherche, par exemple. Une action collaborative et intersectorielle contribue à mieux préparer les personnes au Canada aux futures situations d'urgence, tout en veillant à ce que chacun ait la possibilité de jouir d'une santé et d'un bien-être optimaux.
Les professionnels de la santé publique et de la gestion des urgences peuvent travailler de concert pour bâtir des collectivités plus résilientes et plus inclusives. Nous devons mettre à profit nos connaissances, notre expertise et nos outils actuels pour appuyer notre travail collectif. C'est pourquoi c'est merveilleux de voir la santé publique, les organismes communautaires et les représentants communautaires réunis ici aujourd'hui à Québec. C'est en ayant des communautés plus résilientes que nous serons mieux équipés pour prévenir les situations d'urgence, y résister et nous en remettre. Il est également essentiel que nous appuyions le droit inhérent des communautés de Premières Nations, des Inuits et des Métis de prendre des décisions pour elles-mêmes en matière de sécurité civile. Cela est conforme au plan d'action du Canada visant à atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Plusieurs exemples montrent qu'il y a une grande pertinence à rapprocher davantage la promotion de la santé et la sécurité civile ou la gestion des urgences. Par exemple, la Direction de santé publique de Montréal a utilisé la mobilisation communautaire comme élément clé de l'intervention contre l'Mpox. Le contrôle de cette inclusion a été réalisé grâce à un engagement précoce et continu auprès des communautés touchées et à la disponibilité rapide d'un vaccin pour les populations qui étaient le plus à risque d'exposition et touchées de façon disproportionnée. Grâce à ces efforts constatés, plus de 30 000 personnes au Québec ont reçu au moins une dose du vaccin, contribuant ainsi au contrôle de l'inclusion. À Terre-Neuve, un groupe de travail sur les populations vulnérables a été mis sur pied afin d'aider à l'intervenir pendant la pandémie de COVID-19. 13 sous-groupes de travail ont été formés pour couvrir des enjeux de santé publique d'importance dans la province. Parmi les mesures réussies prises pour répondre aux besoins soulevés à cette table, il y avait une ligne d'aide provinciale sur la sécurité alimentaire, un refuge facile d'accès et une ligne provinciale de traitement de la dépendance aux opioïdes. Cette approche a permis de renforcer le partenariat et la collaboration entre les organismes communautaires afin d'offrir un réseau de soutien plus complet aux populations vulnérables. Il s'agit d'un exemple réussi de collaboration intersectorielle entre la communauté et la santé publique, qui peut être adapté pour répondre à d'autres priorités en matière de santé publique. Donc, il est important pour poursuivre la discussion de tirer des leçons de nos expériences et de celles des autres, et de collaborer tous ensemble pour lutter contre les inégalités sociales de santé, la stigmatisation et d'autres enjeux de santé publique. Je tiens à reconnaître le rôle important des acteurs de santé publique, une communauté hautement professionnelle et dévouée, dont le travail et la collaboration avec d'autres secteurs sont essentiels pour créer les communautés plus saines et résilientes. Je vous souhaite une très bonne continuité pour ce sommet et de nombreux échanges qui sauront vous inspirer et porter fruit. Merci, Miigwech. Thank you very much. Merci beaucoup, Dr Tam. Je vous invite, justement, j'utilise cette tribune pour vous inviter à lire les rapports de Dr Tam, les rapports annuels extrêmement pertinents, extrêmement intéressants, portant sur les inégalités, sur les changements climatiques, sur l'impact sur la santé. C'est une mine d'or, justement, pour les organisations comme les nôtres qui veulent justement trouver des solutions communes. Merci, Dr Tam. Merci à toute votre équipe pour tout ce que vous faites.